Voilà, je vous ai montré la canopée parce qu'aujourd'hui je vais vous parler d'une lecture qui est un véritable coup de cœur pour moi et que j'ai mis où? C'est un livre qui m'a été proposé par la maison d'édition, pensant que ça allait me plaire et attendant mon retour. Alors c'est vrai qu'il m'a été envoyé au mois de novembre 2021. Je ne suis pas vraiment rapide dans mes retours, je l'avoue, mais, euh, mais je lis beaucoup et non, en fait, j'ai pas réellement d'excuses. Le titre est un petit peu accrocheur. Rester vivant jusqu'au bout. Jusqu'au bout de quoi? C'est annoncé directement. C'est un crash d'avion et donc celui qui raconte a passé 36 jours dans l'enfer de la forêt amazonienne. C'est XO Édition. Et j'avoue que la couverture ne m'aurait pas fait particulièrement choisir ce type de livre, parce que je trouve que c'est un peu... comment dire? C'est vraiment accrocheur comme de la télé-réalité, le genre de truc que j'aime pas trop. Donc, avant d'accepter cette lecture, je me suis un peu renseignée. Je suis allée voir qui était Antonio Senna. Et au final, j'ai vu quelques articles de presse et donc pourquoi pas. Et d'ailleurs, vous la connaissez peut-être cette histoire parce qu'elle est assez récente, c'était en 2021, début janvier. Antonio embarque dans son monomoteur. Il habite en Amazonie et à peine moins d'une heure après le décollage, il s'écrase en pleine forêt amazonienne. Il a le temps de sortir du cockpit, de prendre quelques affaires avec lui, mais bon, il espère rester quelques heures en attendant les secours, et puis finalement, ça va durer 36 jours. Je sais que c'est le genre d'histoire qui attire pour le côté sensationnel, et c'est pas du tout de ça dont je vais vous parler. Parce qu'évidemment, je ne connaissais pas du tout l'histoire d'Antonio Senna. C'est à l'autre bout du monde. Et puis, c'est pas vraiment le genre de choses dont je m'occupe habituellement. Mais c'est quand même un témoignage. Et c'est vrai qu'il témoigne de ce qu'il a vécu pendant 36 jours dans la forêt amazonienne. Et le témoignage n'est pas vraiment ce qu'on attend. Parce que c'est un homme qui raconte déjà son histoire, comment il est devenu pilote, la volonté qu'il a mise d'ailleurs pour devenir pilote. Et qui est dans ce petit avion, il a accepté un remplacement parce qu'il ne faisait plus ce type de trajet qui est effectivement considéré comme assez dangereux. Et quand la panne, quand il réalise que son petit avion est en panne, on pourrait penser que, enfin si, il y a sûrement un moment de panique, mais qui est très court parce qu'il fait preuve d'une
d'une maîtrise de lui-même qui est assez incroyable et qui va faire de lui un véritable pilote au sens où moi je l'entends, c'est-à-dire qu'il va garder au maximum le contrôle de son avion. Un avion, c'est un planeur, quel qu'il soit, il reste un planeur, avec ou sans moteur. Le problème, c'est qu'il ne voit pas où est-ce qu'il va pouvoir se poser. Il y a juste la canopée en dessous et il essaye de repérer un endroit favorable où se poser, mais il n'a pas non plus tant de temps que ça. Et cette concentration, cette assurance qu'il est capable aussi de poser son avion, fait que effectivement, je vais dire qu'il s'écrase, mais sans trop de dégâts. Il sort de cet avion, il pense à prendre de l'eau, du matériel de première nécessité. Son sac à dos a été éjecté de l'avion, donc il a son sac à dos. Il s'éloigne de cet avion, il se construit un abri, parce que pour lui, tout simplement, les secours vont le repérer. Et dans cet abri, tout ce qu'il a donné lâche. Alors je ne sais pas si on peut appeler ça un sommeil ou si c'est un coma, parce qu'il y a quand même eu un énorme, sûrement une montée d'adrénaline qui est très forte et qui retombe d'un seul coup. Quand il revient à lui, il se réveille, appelez ça comme vous voulez, il constate que pendant ce temps, l'avion a pris feu et il en reste absolument plus rien. Ce qui m'a d'ailleurs tout de suite fait penser à ces fameux feux de la forêt amazonienne. Et bien là, un avion qui prend feu et qui était chargé d'essence puisqu'il transportait du carburant sur des secteurs où il existe encore l'exploitation de minerais et dont l'or, qui ravitaillait. Et malgré tout ça, la forêt autour de lui n'a pas pris feu. Parce qu'elle est humide. Dans le mois de janvier, c'est aussi une saison où il pleut beaucoup. Ceci expliquant peut-être cela, mais c'est vrai que c'est pas ce que je vous ai montré. C'est un univers vraiment compact, vert et humide. Il reste toujours humide. Sous les arbres, tout reste toujours humide. C'est une question que je me suis posée sur les feux de la forêt amazonienne. C'est la première d'ailleurs question. Antonio est donc persuadé que les secours vont arriver, puisque dès que ils vont voir qu'ils n'arrivent pas à l'heure dite, donc après un certain délai de retard, on lance les recherches. Elles seront lancées d'ailleurs. Malheureusement, les avions de secours, il les entend, il les voit. Ces avions ont survolé la zone, mais sans jamais l'apercevoir, parce que les arbres bloquent vraiment la vue. Faudrait faire plus que du rase-motte. Et d'ailleurs, entre-temps, il explique que la végétation reprend très rapidement au niveau où l'avion s'est craché. Donc c'est vraiment un lieu où la nature reprend très rapidement ses droits aussi. À ce moment-là, il réalise qu'il est seul, que les secours, il ne faut pas trop compter dessus. Et il regarde autour de lui, il est vraiment seul dans cette immense forêt qui est vierge, qui est riche en biodiversité. Et il réalise d'ailleurs que dans cette immensité, tout vit en parfaite harmonie. Antonio Senna est quelqu'un qui connaît l'Amazonie parce qu'il y est né. Et il ne va pas rester là comme ça. C'est quelqu'un qui a quand même une volonté assez marquée.
Et il prend la décision de marcher un peu chaque jour, en se basant par rapport à la position du soleil. Il a sa montre qui n'est pas cassée, donc il lui donne l'heure. Avec le soleil et l'heure, il décide de marcher chaque matin dans la même direction. Il a à peu près repéré l'endroit où il se trouve, et donc il essaye de rejoindre la position la plus proche, disons la plus probable. C'est pas du tout une histoire sensationnelle comme je crois on aime les montrer, parce que ça fait de l'audimat. Mais par contre, Antonio écrit sur sa famille, sur son histoire, et aussi sur ses nombreuses désillusions. J'ai vu un titre qui très tapageur dans un journal qui disait 36 jours dans l'enfer vert. J'avoue que pour moi, la verdure, j'en ai là partout autour de moi, c'est pas une teinte infernale du tout. Au contraire, je trouve qu'elle, la verdure, elle régénère. Alors évidemment, comme je fais partie de ceux qui agissent, je vais le mettre entre guillemets, parce que je fais ni manif, ni... Mais par contre, c'est vrai que je travaille dans une association qui tente de restaurer la biodiversité. Donc dans les bois, dans les prés, dans les jardins. Dans mon jardin, je laisse ce qu'on appelle des mauvaises herbes, parce que je me suis toujours dit que si ces plantes-là survivent, elles ont très probablement beaucoup à nous apprendre sur la survie, justement. Parce que quoi qu'on leur fasse, elles survivent. Antonio est donc quand même un survivant. D'autres diront un miraculé, parce que c'est vrai qu'il retrouve sa foi pendant sa marche. Je ne vais pas en parler énormément parce que je ne suis pas croyante, et c'est pas nécessairement ce qui me ferait avancer, mais son témoignage m'a fait beaucoup de bien. Et pas parce qu'il est survivant. Non. Je crois que je lui dois une chose, c'est de le remercier, de lui faire part de toute ma gratitude, parce que ainsi que les éditions XO d'ailleurs, parce que sans eux, j'aurais jamais eu connaissance de ce livre, de ce témoignage, en fait, de ce récit. Et ça n'a pas été pour moi juste une lecture, c'est un témoignage qui m'a rendu à moi aussi la force de continuer jusqu'au bout aussi. Mais pas... Enfin, pour moi, la nature ne sera jamais un enfer. Bien au contraire. Antonio parle, donc dans ce récit, il exprime énormément de sentiments, et il parle de ce qu'il appelle ceux de la forêt, parce que ses grands-parents, à lui, travaillaient la terre déjà en harmonie avec l'Amazonie, et il a beaucoup appris en écoutant les histoires de ceux qu'il appelle ceux de la forêt, justement, pendant son adolescence. La forêt, il en connaît les ressources, et il en connaît aussi les dangers. Et son respect pour cette magnifique forêt lui donne tout ce dont il a besoin pour se nourrir, pour s'abriter, malgré la pluie d'ailleurs. Et
Et il a cette volonté qui l'aide à surmonter toutes les difficultés, parce qu'on ne peut pas dire que ce soit facile. Marcher dans une forêt comme ça, il n'a pas de machette, il faut qu'il s'ouvre le chemin, donc il avance pas vraiment vite. Et on imagine que... Enfin, disons que comme je suis randonneuse et que ça m'est arrivé de me perdre dans des bois où il n'y avait pas de chemin, je sais combien il est difficile d'avancer dans... Alors ici, c'est plutôt des ronces, des tas de choses qui vous barrent le chemin. Là, il y a des lianes, il y a un peu tout. Bon, et il y a, dans ce qu'on n'a pas vraiment, nous ici, en France, il y a le jaguar qui est le plus grand fauve dans cette forêt, et où là, évidemment, l'homme est une proie. Et il trône pas... c'est fini. Non, là, il reprend sa place de proie. Et il a un prédateur. Et ça, Antonio en est parfaitement conscient parce qu'il connaît l'odeur du jaguar. Mais il accepte. Et c'est pour ça qu'il avance. D'ailleurs, il parle de la peur. Et justement, je le rejoins beaucoup là-dessus, c'est que quand on a peur, on ne fait rien. Dans notre petit confort, oui, je suis désolée, mais là je vais parler du confort, parce que beaucoup ne s'imaginent pas du tout marcher dans cet enfer. Je le mets entre parenthèses, enfer. Et pourtant, Antonio, qui lui y est, donc il est concerné, porte un tout autre regard sur l'Amazonie, sur les peuples qui y vivent modestement, les cueilleurs. Et ce sont d'ailleurs des cueilleurs qui vont l'accueillir avec beaucoup de bienveillance quand il va sortir, il n'en sort pas, quand il va les rencontrer au milieu de cette forêt. Eux sont venus faire leur cueillette, et en fait... c'est en les entendant tronçonner qu'il va se diriger vers eux. Et eux ont une radio et pourront appeler les secours. Donc, c'est une étape. Mais ils vont l'accueillir avec beaucoup de bienveillance, ça va lui faire énormément de bien. Je crois que l'homme moderne est avide de sensationnel. Et pour moi, je me suis dit, c'est dommage parce que ce livre peut être... la couverture, la façon dont c'est fait, c'est un peu... tiens, qui restera en dernier, le survivant, ça fait un peu Koh-Lanta devant l'écran. Si ça existe toujours, mais je pense que oui. Je n'ai plus du tout de téléviseur ni de tout ça depuis plus de 12 ans. Parce que le sensationnel, c'est pas mon truc. Il y en a beaucoup qui me surnomment la fée des crinières, ou la crinière sauvage. Je suis éthologue et je vis aussi dans la forêt. Alors c'est pas la même. Je n'ai pas des... Enfin, il y a des dangers partout. Mais effectivement, il n'y a pas de grand fauve où je vais. Donc le danger... je pense qu'ici, le danger... c'est le sanglier sauvage. Dans les chemins, c'est le 4x4 et le quad. Mais en général, j'y suis pas. Non, c'est le sanglier sauvage parce que c'est vrai que quand il charge, il charge. Et mieux vaut ne pas se trouver sur sa route. Et puis la période où il y a les petits, effectivement, il devient très protecteur. Ce sont les dangers. Mais il y a énormément de ressources aussi. Et c'est vrai que cette aventure me renvoie un petit peu à ce que je fais. Et ce témoignage a été pour moi d'une grande... Je suis désolée. A été pour moi d'une grande richesse culturelle. Parce que j'ai découvert des fruits que je connaissais pas, des arbres que nous n'avons pas ici. Et
Et puis l'amour d'Antonio pour cette forêt qu'il souhaite protéger. Il lui en veut pas du tout, hein. Mais je sais que, enfin, ces derniers mots, dans son récit, ces derniers mots, parce qu'il y laissera aussi témoigner des membres de sa famille qui l'attendaient et qui ont vécu cette attente et ces retrouvailles aussi. Il y a énormément d'amour dans ce témoignage. Ces derniers mots sont là pour ouvrir nos yeux sur nos priorités dans ce monde, dans cette vie, dans nos vies. C'est vrai que la forêt n'est pas un danger, mais par contre l'homme, lui, qui cherche qu'à exploiter pour l'argent, nous met tous en péril. Et c'est vrai en Amazonie, c'est vrai partout ailleurs. Parce que la déforestation est une catastrophe. Alors bien sûr, en Amazonie, c'est beaucoup en une seule fois, mais ne croyez pas que je suis en France, enfin je suis à cheval sur la France et la Suisse, mais en France, on déforeste, on coupe énormément de bois pour mettre des conneries à la place. Et le problème, c'est que là, je suis sous les arbres, je suis à l'ombre et je suis dans la fraîcheur. Alors qu'on parle de canicule, si je vais me mettre en plein soleil, c'est pas la même température. Il y a donc quelque chose qui ne va pas. À mes pieds, c'est vert, alors que si je regarde en face où il n'y a pas d'ombre, c'est tout jauni. Il faut garder un équilibre. En tout cas, je trouve que ce récit est d'une richesse exceptionnelle, d'une richesse humaine, d'une richesse c'est l'esprit de la biodiversité, l'esprit de l'harmonie, et j'espère que les éditions Ixos seront d'accord, mais je tiens à lister ce récit dans la bibliothèque nomade de l'association, parce que il est tellement généreux que c'est un atout pour l'éducation à l'environnement. Et c'est vraiment une belle aventure. Je crois que je pourrais en parler jusqu'au bout de la nuit lors de nos groupes de lecture. Et je ferai en sorte que ce récit ne tombe pas dans l'oubli. Parce que c'est vrai que souvent, hein, les livres, hop, derrière, il y en a un autre qui sort et c'est terminé. Quand Antonio est revenu de ce périple, les médecins l'ont ausculté. Et ils ont été surpris parce que il avait des blessures légères, évidemment, hein, mais et puis il avait beaucoup perdu en poids. Parce que marcher et se nourrir de fruits dans ce milieu, évidemment, hein, ça demande énormément d'énergie. Mais il était en parfaite santé. Il n'a pas une fracture, il n'a pas de maladie, pas d'infection, rien du tout. Moi, je ne suis pas étonnée. La forêt soigne. En France, on n'est pas, on n'est pas très porté sur l'éco-psychologie, ce qui est bien dommage. Donc les publications ne sont pas traduites, puisque ça n'intéresse pas la langue française. J'ai donc des publications en langue anglaise, mais on en arrive à l'écothérapie, et l'écothérapie se fait en forêt. C'est quelque chose de très intéressant qui fait partie des soins quantiques, comme on les appelle, si on remonte à Einstein. Donc,
On peut aussi dire que ce périple, Antonio Senna, lui, croit en Dieu. Moi non, mais je pense que nous avons en commun quelque chose, c'est qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Peut-être que c'était un moment où il avait besoin de cette pause entre guillemets et de marcher pour retrouver quelque chose de lui-même. Ce livre est assez récent, il est paru 10 novembre 2021, donc il a raconté son histoire tout de suite. C'est aussi une façon de sortir d'un stress post-traumatique, d'écrire, et donc d'être lu. C'est important, je pense. J'attends le jour où il n'y aura plus de pétrole. Si vous êtes adhérent à l'association, donc sachez que ce livre est dans la bibliothèque, que nous nous déplaçons à cheval à travers les chemins. Donc ce livre va rejoindre ceux qui sont déjà dans nos sacoches. Vous avez juste à nous contacter et voilà, on fait des tournées avec les chevaux qui vous apportent lecture. On organise aussi des petits groupes pour parler de nos lectures, parler de choses diverses, boire un thé. Voilà. Vous verrez, on a installé des petits, on s'est installé des étapes qui sont très intéressantes. Alors, moi, je suis située en Ardèche, mais d'autres membres de l'association sont dans d'autres régions. Vous pouvez donc vous inscrire et à la lettre d'information et adhérer, bien entendu, en faveur de la biodiversité et de l'environnement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous ai donné 2-3 trucs pour faire face à la canicule. Et parce que c'est toujours mieux qu'un climatiseur. Hein. Et bien sûr, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Prenez soin de vous et de votre famille. À très bientôt.